Ladies and gentlemen, Monsieur, Dames, Mais merci beaucoup pour cette introduction. Thanks a lot for this introduction. Let me make a few comments in French before I do my presentation in English. quelques commentaires en français d'abord. We're in Quebec, where people speak. Nous sommes au Québec et les gens s'expriment en français. Il semble. Quelques mots en français. Juste, pour moi, c'est un plaisir vraiment énorme d'être ici à nouveau. La première fois, c'était il y a 35 ans. J'ai voyagé le pays et puis je suis arrivé à Québec. Je suis immédiatement tombé follement amoureux des Québécois. Pas tant en hiver de la ville de Québec, pour être honnête, mais des Québécois. Et en fait, je ne parlais pas français du tout. Donc j'ai commencé à apprendre le français ici, il y a 35 ans, méthode Assimile, vous savez, bouquin. Et puis j'étais descendu dans une auberge de jeunesse autogérée, qui avait une équipe assez sympathique, dont faisait partie par exemple quelqu'un qui est devenu clown après sous le nom de Rompompon, et qui était candidat au parti Rhinocéros, que certains s'en souviennent peut-être. Et puis il y avait une certaine Agnès Maltais, que l'un ou l'autre connaît peut-être, qui faisait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelait Les Folles Alliées. Je peux vous dire, c'était un temps plutôt fou, en effet. Donc c'est un très grand plaisir d'être ici à nouveau. Thanks very much. I will now talk about nuclear issues, which is a lot less, well, how shall I say? Maintenant, je vais parler du sujet du nucléaire, qui est un peu plus léger. Un sujet un peu plus lourd plutôt que ce que j'ai mentionné au début. La publication annuelle du statut de l'industrie du nucléaire dans le monde est assez intéressant. Elle nous fournit une plateforme de discussion. Le nucléaire est discuté partout sans que les gens sachent vraiment de quoi il en ressort. Et il y a plusieurs points controversés. Mais au début, il faut que les gens soient d'accord sur la base. C'est pourquoi on offre la plateforme de départ pour ces sujets. C'est important lorsque l'on parle des différents sujets dans l'énergie. Il faut regarder comme un film une longue période. Si on regarde une photo, les changements sont si dramatiques d'une année à une autre qu'il faut évaluer les développements à travers une longue période de temps. Ce que l'on a ici sont les démarrages de nouveaux réacteurs en vert et en rouge, les fermetures de réacteurs. On peut voir, en regardant seulement la dernière partie de l'histoire, on rate la partie la plus importante de l'histoire, lorsqu'il y avait de grandes vagues de démarrage dans les années 70 de nouveaux réacteurs. Ensuite, à la fin des années 90 et ensuite, tout cela est rendu plutôt sur une ligne plate. En termes cumulatifs, à quoi cela ressemble-t-il? C'est une simulation, c'est une plutôt situation où nous avons une courbe croissante jusqu'à la fin des années 90, avec la première décroissance ou arrêt de croissance en 1989. Il y a eu ensuite cet événement en 2011 au Japon. Cela a eu un effet radical sur le nombre de centrales nucléaires opérées dans le monde. Nous avons pensé, en regardant les statistiques nationales de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres statistiques gouvernementales, qu'ils ne montrent pas ces chiffres. Les réacteurs au Japon sont encore officiellement en opération. C'est assez surprenant parce qu'il n'y a aucun réacteur qui ne génère de l'énergie depuis septembre 2013. C'est 1 an et demi sans production d'électricité. Et en 2013, seulement 2 réacteurs ont généré de l'électricité. Les statistiques officielles ont dit 48 réacteurs en opération. On croit que c'est plutôt une fausse piste. On a créé une nouvelle catégorie. Les
les réacteurs éteints pendant une période de temps, une longue période de temps plutôt. Ceux qui ne produisent pas d'électricité pendant 1 an et plus. Pendant le temps que, durant cette année, nous les appelons donc les mises en veille à long terme. C'est un peu plus près de la réalité que ce que présentent les statistiques officielles. Si on regarde la même image pour d'autres statistiques pour les 48 pays de l'Union européenne, on obtient un modèle de développement similaire jusqu'à la fin des années 90, et 80 plutôt. Si on regarde ces images en termes de forme, c'est important de voir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui est gros, qu'est-ce qui est petit. Pas tant le tableau. Le tableau, bien, ou les chiffres, on peut en parler. Est-ce que c'était 117 ou 118? C'est pas vraiment intéressant. On analyse plutôt des tendances. On s'occupe du grand tableau. Et tout cela semble assez clair, ce message. Il y a le même modèle jusqu'à la fin des années 80, mais ensuite, on a clairement un déclin. Aujourd'hui, nous avons 47 réacteurs nucléaires, moins qu'à la période, qu'au pic à la fin des années 80. Gardez cela en tête. Lorsque l'on lit des choses, il y a un réacteur en construction en France, un en Finlande et 2 en construction, plus ou moins en Slovaquie. Ce n'est pas pertinent à cette tendance. C'est complètement... ça perd complètement de sa pertinence. C'est lorsqu'on regarde ces genres de tendances. Parce que plus de réacteurs sont mis hors service qu'il y en a qui démarrent. On a vu le nombre de réacteurs en opération. Et ils produisent de l'énergie lorsqu'ils sont en opération. Il y a une trentaine de pays qui produisent de l'énergie nucléaire. Cette image montre que ce n'est pas partagé équitablement entre les 30 pays. Non, plutôt, c'est très concentré. C'est concentré dans un petit nombre de pays. Pendant plusieurs années, c'est le top 5 qui ont produit le 2/3 de l'électricité nucléaire dans le monde. Les 2 pays, les États-Unis et la France, produisent environ la moitié de l'électricité produite par le nucléaire. Ou, autrement, la France produit la moitié de l'énergie nucléaire dans l'Union européenne. Alors, c'est important pour comprendre le grand tableau. Comment cette possibilité maximale d'énergie nucléaire s'est-elle développée avec le temps? Nous avons regardé le pic historique par pays. C'est la couleur plus pâle. C'est pas assez surprenant. C'est pas surprenant plutôt de voir le Japon être un ancien grand joueur de l'industrie nucléaire qui a décliné maintenant presque à zéro en termes de production d'énergie nucléaire. C'est encore en 2013 ici, il y en avait encore un petit peu. Les autres pays, qui est assez remarquable, c'est l'Allemagne. Aussi un grand joueur jusqu'à 2011, jusqu'à ce qu'il décide en 2011 donc d'interdire l'énergie ou de mettre hors service l'énergie nucléaire en 2022. On voit aussi d'autres pays qui ont plutôt une partie pâle qui, donc, historiquement, était plus élevée. Leur maximum a déjà été plus élevé qu'en 2013 ou 2012. Le nombre de réacteurs et la production d'énergie nucléaire. On voit ici la production d'électricité absolue qui augmente jusqu'en 2006. Ensuite, elle décroît. Et on voit l'effet Fukushima de 2011 et ensuite. Le plus surprenant est la part relative de la production électrique commerciale dans le monde. Le sommet a été atteint il y a 20 ans.
au milieu des années 90. Ensuite, on voit un déclin stable, mais un déclin qui s'est ensuite accéléré à la fin de ce tableau, après les événements au Japon. C'est la première leçon importante ici. Fukushima n'a pas été le déclic dans l'industrie nucléaire. Elle a accéléré la tendance qui existait. Et plutôt, c'est contraire à ce que l'on lit dans les articles ou ce que l'on voit à la télévision. Si vous essayez de comprendre où vont ces tendances, un critère à regarder est bien sûr le nombre de réacteurs en construction. Sur l'histoire du nucléaire, le nombre d'unités qui étaient répertoriées comme en construction. De 2005 à 2015. C'est intéressant parce que, en effet, on double le nombre de réacteurs en construction. Tout ce que cela ne dit pas, c'est qu'en 2005, le nombre de réacteurs en construction était si faible qu'il faut se rapporter au début de l'ère nucléaire pour voir un nombre aussi faible d'unités en construction. C'est loin d'être assez suffisant pour amener, pour surpasser le nombre de réacteurs qui se font fermer. Avec les années, on voit encore un déclin avec ce chiffre. Cette tendance ne semble pas s'essouffler ou se... Qui sont ces joueurs sur l'échiquier mondial? Il y en a un vraiment, c'est la Chine. La Chine a 38 23 réacteurs. C'est le seul grand joueur. Les autres pays, comme Russie, 8, Inde, 6, États-Unis, 5, Corée du Sud, 4, tous les autres pays n'ont qu'un site avec un ou deux réacteurs en construction. Quelque chose d'autre qui est intéressant ici, on se pose sur cette colonne ici. Elle montre le début de la construction. On voit des dates intéressantes. 1983, c'est il y a assez longtemps. Mais le record absolu est aux États-Unis. Watts Bar 2 a commencé à être construit en 1972. Ils avaient des plans pour le finir en 2013. Vous voyez, c'est comme un projet à long terme, 40 ans. Un grand chiffre. Hein? Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Je sais pas. Ils disent peut-être cette année, peut-être pas. On ne sait pas. Il y a des spéculations. Il y a aussi d'autres pays. Je mentionnais la Slovaquie un peu plus tôt. Ça fait 30 ans dans les statistiques depuis le début de la construction. On voit que plusieurs de ces projets, 8 d'ailleurs, qui sont listés comme répertoriés comme étant datant de plus de 20 ans, les projets de construction. Nous avons fait une évaluation à long terme et nous avons vu qu'il y a maintenant au moins 49 de ceux-ci qui sont retardés. Lorsque je dis retardés, ça peut être quelques mois à plusieurs années. C'est un phénomène mondial. L'autre chose sur laquelle je voulais vous montrer sur cette diapositive est les images, la couleur pâle ici. Ce sont des unités qui ont fait partie des statistiques à un certain moment, mais qui ont été abandonnées. Dans l'histoire du nucléaire, c'est 250 commandes nucléaires qui ont été annulées. Une unité qui est répertoriée comme en construction n'a aucune garantie d'être un produit fini et de produire de l'électricité à un certain moment. Gardez tout cela en tête. Maintenant, sans grand programme de construction, l'âge de la flotte moyenne de nucléaire s'accroît. On peut ajouter une année presque. On n'a pas besoin de calculer
lorsqu'on calcule la moyenne, un an plus tard, ben la flotte aura un an de plus. Alors, on n'a qu'à ajouter un chiffre. L'âge moyen est de 28,5 ans. Il y a des gens ici, je sais, qui ne sont même pas nés, qui n'étaient pas nés il y a 30 ans. Imaginez la voiture que vous conduisiez il y a 30 ans. C'était une technologie différente, très différente de ce que l'on a aujourd'hui. Ce sont des vieilles machines, des vieilles technologies. Près de la moitié de la flotte nucléaire est en opération depuis 30 ans ou plus. C'est assez problématique. La situation du marché du nucléaire est de plus en plus compliquée. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la situation économique des centrales en opération, leur état est lamentable. Alors, l'un des points que je voulais souligner ici dans certaines études de cas, c'est que les prix du marché, c'est-à-dire que le taux moyen d'électricité ne couvre plus les coûts de l'énergie nucléaire. En Belgique, vous avez GDF Suez qui est allé en cours contre le gouvernement et qui a perdu. Alors, GDF Suez était contre un impôt qui disait ne leur permettait plus d'avoir des profits suffisants. Ils ont perdu et ils ont fait un énoncé. Ils ont dit maintenant, nous allons garder les options ouvertes, c'est-à-dire qu'on pourrait fermer les centrales plus tôt que prévu. En Suède, nous avons vu des données qui illustrent qu'au moins 3 réacteurs ne faisaient plus d'argent. En fait, il n'y avait plus de bénéfices et ils perdaient de l'argent 2 années sur 4 avec le gouvernement qui a annoncé une augmentation de 17 % des taxes qui aurait un effet similaire à celui de la Belgique. En Allemagne, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Allemagne a un projet d'abandon de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de fermer graduellement les 9 centrales restantes. Et donc, ils ont même décidé de fermer un réacteur nucléaire 7 mois plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de bénéfices. C'est impossible, donc, de faire de bénéfices dans l'état actuel des choses. Finalement, aux États-Unis, comme vous le savez probablement, il y a eu 5 décisions de fermeture après la situation où, pendant près de 15 ans, il n'y avait aucun mouvement, il n'y a eu aucun démarrage de centrale, aucune fermeture de centrale. Et là, ils ont annoncé en une seule année 5 fermetures de centrales nucléaires pour toutes sortes de raisons, incluant 2 centrales qui avaient reçu le permis d'opérer au-delà de 2015. Ça signifie que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pression sur les services publics. Non seulement le service nucléaire, mais surtout les services publics. Alors, les services publics d'électricité les plus importants de l'Union européenne ont perdu près de la moitié de leur valeur dans la bourse. Ça, c'est plus de 1 billion d'euros. C'est une quantité astronomique d'argent qui a été perdue en termes de valeur des centrales nucléaires. Donc, il y a vraiment une situation réelle qui existe. Il y a un autre pays qui est très important en termes de pourcentage. C'est le plus important en termes de génération d'énergie nucléaire, mais aussi parce que EDF, Électricité de France, est le plus grand opérateur nucléaire du monde entier avec 58 réacteurs, et Areva est l'un des plus grands constructeurs nucléaires dans le monde qui intègre plusieurs compagnies nucléaires, que ce soit les mines d'uranium. Vous le savez sûrement déjà, Areva est très actif dans ce pays aussi, jusqu'à la gestion des déchets. Donc, ils font toute la chaîne du traitement nucléaire. Alors, ces 2 compagnies
sont à 85 et à 70 pour Areva la propriété du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ces compagnies quasi-gouvernementales? On ne sait pas exactement. Le problème, c'est que le coût d'opération en France augmente de manière dramatique depuis quelques années. Les régulateurs d'énergie en France ont calculé que la perte en une seule année, en 2012, de 1,5 milliard d'euros, parce que le revenu pour les ventes du tarif par kilowattheure en France n'était plus aussi profitable. En fait, c'est même... en France, il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter le taux. Mais on ne peut pas le faire, parce qu'au contraire, les anciens réacteurs, à cause d'un manque d'investissement, coûtent plus cher. Donc, il n'y a pas d'autres alternatives que d'augmenter le prix. La valeur des actions a plongé et la charge pour ces compagnies est maintenant de 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros, ça, c'est vraiment un chiffre très important. Pour vous donner une idée, ici, nous parlons... Il y a eu des discussions qui ont duré des mois avec l'Union européenne et le gouvernement français pour autoriser un budget en déficit au-delà de 3 3 c'est le seuil légal du déficit. Et la France n'a pas réussi. Donc, ils ont demandé l'autorisation d'aller jusqu'à 4 de seuil. Et cette différence entre 3 et 4 j'ai calculé, ça représente à peu près 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros pour le déficit d'État. Alors, nous parlons ici de la dette de ce service public qui est 3 fois cette somme. Alors, les gens qui pensent, eh bien, vous savez, le gouvernement va subventionner EDF ou va subventionner Areva, ça ne va pas arriver. Il n'y a plus d'argent pour subventionner. La situation de Areva est encore pire. Areva, techniquement, est en faillite. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Cette compagnie a perdu 8 milliards sur 4 ans, avec un capital de quelque chose comme 3,5 milliards et une dette de 8,5 milliards d'euros. Alors, cette compagnie, de facto, est en faillite. Et Standard & Poor's a abaissé sa cote de crédit au mois de novembre cette année. Alors ici, nous voyons l'évolution du prix des actions de EDF, qui est l'opérateur nucléaire le plus important du monde. Vous avez ici un indicateur national. Il faut toujours comparer cela, parce que la crise économique, quand il y a une crise économique, toutes les compagnies sont à la baisse. Ça ne vous dit rien d'autre. Mais si vous avez le Nasdaq, d'autres indicateurs, si vous le comparez, c'est mieux. Et ici, en France, vous avez la différence entre les compagnies d'État et les autres grandes compagnies en France. Et vous voyez le cas d'Areva, voici le résultat, la comparaison. Alors, c'est dramatique, la chute en termes de perte de valeur. Quelques mots maintenant sur... on a toujours une partie dans le rapport sur 15 pages qui compare l'énergie nucléaire avec d'autres types d'énergie. Alors, ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons en bleu l'énergie éolienne, sa capacité de générer. En vert, c'est l'énergie solaire et en rouge, l'énergie nucléaire. Depuis l'an 2000. Alors, vous avez le changement de capacité depuis l'an 2000. Donc, alors il y a moins en 2011 qu'en 2010 en termes de nucléaire. Il y a une baisse, alors que les autres énergies augmentent. Mais même en termes d'électricité. Vous voyez ici, en 1997, rappelez-vous, 1997, c'est là que l'on a signé des protocoles. Alors, on veut savoir, depuis le protocole de Kyoto, qu'est-ce qui a été généré davantage en termes d'énergie solaire et éolienne, et c'est renversant. Voyez ici, l'électricité générée, ajoutée depuis 1997 par l'énergie éolienne, c'est 5 fois plus. Et même pour l'énergie solaire photovoltaïque, cela a rattrapé l'énergie nucléaire. C'est très impressionnant, l'avancée des autres énergies. En Chine,
C'est là où l'on voit le pays le plus renversant en termes de développement. On ne dit pas que la Chine fait seulement le nucléaire. La Chine fait beaucoup plus d'énergie renouvelable que d'énergie nucléaire. Ils ont investi 5 fois plus en 2010 en énergie nucléaire qu'en énergie renouvelable, qu'en énergie nucléaire, 5 fois plus. Alors, la capacité ajoutée d'énergie photovoltaïque en 2013 a rejoint l'énergie nucléaire. Et voici la production. Alors, le vent génère plus d'électricité en Chine depuis 2012 que l'énergie nucléaire, en dépit de plusieurs programmes, parce que c'est plus rapide à produire. En conclusion, vous pouvez lire tout ça, bien entendu, mais vous pouvez peut-être lire plus vite que moi. Mais le message principal, c'est que nous avons la situation où l'industrie nucléaire globale est en crise. C'est une crise mondiale. Vous voyez la tendance depuis maintenant plusieurs années. Ça n'a rien à voir avec Fukushima tout seul. C'est seulement une accélération de la tendance depuis Fukushima. La deuxième chose, c'est que il est important de comprendre que on est préoccupé du fait que la situation économique des compagnies qui opèrent ces centrales est si mauvaise, si problématique que cela aura des impacts, des répercussions. Imaginez une compagnie qui est en faillite. Areva, qui opère les centrales les plus dangereuses sur la planète, comme la centrale de la Haye ou celle de Normandie, où il y a les plus grands réacteurs et ceux qui ont eu des problèmes. Alors, il y a un combustible utilisé là-bas qui est 100 fois plus important qu'ailleurs, sans protection valable, sans protection importante de ce combustible utilisé. Alors, cette compagnie a du plutonium. Alors, une compagnie qui a annoncé qu'elle veut se débarrasser de 500 travailleurs à cause de la crise économique. 500 travailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? Ils ont de la difficulté. Comment est-ce que c'est possible qu'on va mettre à pied 500 emplois sur un site aussi problématique? Alors, moi, je suis très préoccupé. Et c'est la même chose pour EDF, mais c'est également vrai ailleurs dans d'autres pays. Ces centrales, les services publics sont sous d'énormes pressions. Il y aura des répercussions sur la sécurité. De notre côté, et c'est mon point final, il est clair que nous sommes au milieu d'une révolution de l'énergie. Non pas au tout début, nous sommes en plein milieu. C'est juste qu'on n'a pas encore compris ça. La faisabilité économique des énergies renouvelables est tout à fait compatible et égale au nucléaire et l'a même dépassé dans plusieurs endroits. D'ici 5 ans, dans plusieurs pays, nous verrons des changements. Alors, ce que je pense, c'est que nous devons être très prudents. Nous devons être très prudents et, de l'autre côté, nous devons saisir les nouvelles technologies. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Merci, Michael. Merci. Gardez vos questions pour la période des questions, s'il vous plaît. Et maintenant, nous avons quelqu'un d'autre qui viendra vous parler. Bonjour. Good morning. I'm Arnie Gunderson. Bonjour à tous. Nous sommes ici tous rassemblés aujourd'hui. Bonjour, je suis Arnie Garnison avec l'équipe de Fairwinds et nous sommes tous ici rassemblés. J'aimerais mentionner que nous sommes une équipe et toute équipe a des gens qui nous disent comment ramer. Il y a toujours un capitaine. Alors moi, je suis simplement porte-parole, mais je ne suis pas capitaine. La stratégie derrière Fairwinds, c'est ma femme Maggie qui est là-bas. C'est elle la capitaine. On l'applaudit. Privatiser les profits, comme Michael l'a dit, nous avons en Chine. Alors cette décision, ce n'est pas les Chinois qui l'ont pris. C'est quelque chose qui a été forcé par des bureaucrates sur le peuple chinois. J'ai étudié en Jordanie avec le roi de la Jordanie. Il a pris des décisions. Et en dépit du fait qu'une
partie importante de la population ne voulait pas de nucléaire. À la fin, ils ont acheté des réacteurs nucléaires russes. Donc, tous ces pays, c'est la même situation. Ce sont les bureaucrates au sommet qui forcent l'énergie nucléaire sur la population. Et je pense que ce n'est pas juste en Chine, c'est également dans un pays qui s'appelle mon pays, en Caroline du Sud. Alors, Michael a montré les 5 centrales nucléaires qui sont en construction aux États-Unis. Ces 5 centrales sont construites là où le financement du risque, les subventions sont là pour que les compagnies fassent les profits. Dans toutes les situations, on a distorsionné le capitalisme de base et les gens acceptent le risque. Alors, l'idée principale, c'est que c'est une question de justice environnementale. On a peut-être déjà utilisé ce mot plusieurs fois, la justice environnementale, mais j'ai eu l'occasion de faire une étude à Savannah River. Et je pense que les gens locaux aiment savoir ce qui se passe dans la rivière Savannah, entre Saint-Georges. Alors, c'est un endroit où l'on entrepose les déchets nucléaires. Et je pense qu'on ne veut pas que les gens sachent ce que vous faites, parce qu'on veut entreposer les déchets sans que la population locale le sache. Et à Saint-Effet, le mois passé, on voulait prendre des échantillons de poussière dans les foyers des gens. Et on nous a dit, ça ne va pas vous aider, parce qu'ils veulent leur emploi, garder leurs emplois. Et si l'argent arrête de s'écouler, avant que le risque se termine. Et je pense que c'est une partie importante à comprendre. Le risque va rester bien plus longtemps que les salaires. Autre dernière partie, j'aimerais penser à la personne qui construit une centrale nucléaire, va tenter de vous convaincre, ne vous en faites pas. Nous sommes assez intelligents pour entreposer les déchets pendant un quart de million d'années. Et vous, vous êtes si idiot que vous ne pouvez même pas capter l'énergie solaire. Vous êtes trop idiot. Mais nous, on est intelligents. C'est ça l'idée principale. C'est ça qu'on vous dit. Ouais, c'est un argument difficile à présenter, n'est-ce pas, à faire gagner. Et la sécurité, la sécurité. Les politiciens considèrent le risque de l'énergie nucléaire. Une chance sur 1 million. Mais il y a déjà eu 5 fusions de centrales depuis quelques décennies. Tchernobyl, Fukushima, 3 Mile Islands, etc. Alors, ça, c'est sur 35 ans. Alors, les risques sont d'une fusion toutes les 7 années. Les politiciens ne prendraient pas la décision de construire des centrales s'ils considéraient le risque réel. Mais en fait, ils sont influencés par les compagnies qui construisent ainsi que par les régulateurs nucléaires qui sont au sommet. Et alors, ils présentent des chiffres pour convaincre les politiciens que les risques sont de 1 sur 1 million d'accidents nucléaires. Avec 400 réacteurs dans le monde, 1 million divisé par 400, ça veut dire qu'il va y avoir un accident une fois tous les 2500 années, n'est-ce pas? Et pourtant, on a déjà eu beaucoup plus d'accidents sur 35 ans. Alors, les politiciens, où est-ce qu'ils obtiennent leurs chiffres? Quand vous voyez les données réelles, on voit que leurs décisions ne s'accordent pas à la réalité. J'ai parlé à Pickering il y a 2 ans. J'étais là le 2e jour avec des personnes locales. On adore ces gens. Ils vont à notre église, on connaît ces gens, ils sont gentils, ils font partie de notre équipe de soccer, leurs enfants sont gentils. Mais si ce n'était pas sécuritaire, ils ne travailleraient pas là, n'est-ce pas? Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à 3 Mile Island, Fukushima? Est-ce que ces travailleurs arrivent tous les jours par avion d'une distance de 1000 km? Est-ce qu'ils savaient que ce n'était pas sécuritaire? Alors, c'est une technologie qui peut exploser du jour au lendemain, qui peut faillir du jour au lendemain. Peu importe l'éthique des individus, peu importe la centrale, il peut y avoir une fusion demain matin. Et je pense que c'est quelque chose que les décideurs ont repoussé en dehors de leur pensée. Ils disent, ça ne va jamais arriver à ma centrale nucléaire. Aux États-Unis, il y a Lake Robrion, un endroit mythique. Ça n'existe pas sur une carte. C'est un endroit où toutes les
femmes sont belles, tous les hommes sont séduisants, tous leurs enfants sont beaux. C'est un endroit merveilleux. Et quand je visite le monde entier, j'entends toujours des gens dire que ma centrale, eh bien là, ils sont meilleurs ici que dans tout autre pays. Oh non, non. Non, les gens ne vont jamais dire « ici, on a plus de problèmes qu'ailleurs ». Non, non, non. Non, les gens disent toujours « ici, c'est parfait. Ici, il n'y a pas de danger. » Les gens sont convaincus que tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Et leur centrale n'aura jamais d'accident. Mais l'histoire nous montre que les choses sont différentes. Il y a eu 5 fusions sur 35 ans avec des gens qui sont beaux et gentils, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui ne contrôlent pas bien la sécurité. Je dis tôt ou tard, dans tout système réputé sécuritaire, il va y avoir des problèmes qui vont aller au-delà de la dite sécurité. Alors, c'est propre, non. Sécuritaire, non. Fiable, est-ce que c'est fiable? Le docteur Mark Cooper et Mark ont montré que les centrales nucléaires ne sont pas aussi fiables que les politiciens vous le disent. Quand ils prennent des décisions pour l'avenir, ils pensent que les centrales vont fonctionner 93% de l'année. Mais ce chiffre n'est pas vrai. Chaque fois qu'une centrale nucléaire ferme, ils enlèvent ça de leur base de données. Alors, c'est comme dire, l'Américain vit en moyenne 100 ans, mais si vous n'arrivez pas à 100 ans, il vous enlève des données. Donc, voyez, ce sont des données qui sont truquées. La véritable fiabilité d'une centrale, c'est de moins de 80%. Et les décideurs pensent que ça va durer qu'elles seront actives pendant 60 ans, alors que les plus vieilles centrales n'ont que 48 ans, pas 60 ans. Et elles ne vont fonctionner qu'à 92% de capacité. Et bien entendu, le Japon a perdu 35% de sa capacité. 54 centrales, et il continue à fonctionner en tant que société au Japon. Bien entendu, il y a eu des difficultés, mais ils sont passés à travers sans nucléaire. Donc, c'est possible. C'est une technologie qui n'est pas vraiment fiable. J'ai lu Khan, j'ai lu les mémoires de Gorbatchev, nous connaissons Merkel, et il y a 3 autres premiers ministres au Japon qui ont tous dit « c'est une technologie qui peut détruire la trame de notre pays du jour au lendemain ». Alors, ce n'est pas propre, pas sécuritaire, et ce n'est certainement pas fiable. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que les décideurs continuent à vouloir de l'énergie nucléaire? Et moi, je vous présente quelque chose. Je dis que c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir l'avenir de manière différente. Ils sont pris dans une vision du 20e siècle, dans un pouvoir centralisé, une vision vieillotte du 20e siècle. Et pourtant, le 21e siècle n'a pas à être comme le 20e siècle. Il peut être différent. Et les chiffres de Michael montrent que ce sera différent. Nous aurons un réseau distribué avec des petits générateurs, avec des batteries, des piles qui seront moins chères que l'énergie nucléaire. Alors, moi, je vous dis, à la fin de cette conférence, on devrait peut-être dire, oui, moi, je suis contre les déchets nucléaires, je suis contre l'extraction de l'uranium, etc. Mais si l'on dit cela, les décideurs politiques vont fermer les yeux, mais ils vont se demander, on ne peut rien faire. Alors, on doit plutôt adopter l'approche différente. On doit plutôt parler d'un nucléaire qui peut exister sans nucléaire et à un coût modéré. Le coût de l'énergie solaire, vous savez, vous connaissez Elon Musk qui a construit Tesla. Elon Musk, eh bien, il y a SpaceX, c'est un homme très intelligent. Maintenant, il va diminuer le coût des piles à 2 cents, alors que le solaire, c'est 8 cents. On peut avoir le solaire électrique avec des batteries maintenant. Et cela enlève le tapis de sous les pieds des gens qui disent que le solaire, ça coûte trop cher. Alors, l'avenir n'a pas à être comme le passé. Nous pouvons avoir, au 21e siècle, de l'énergie petite distribuée comme avec nos téléphones cellulaires, comme avec cet ordinateur qui a plus d'énergie que lorsque j'ai fait ma thèse. Alors, ce que je dis, c'est que le concept d'avoir un réseau distribué qui coûte moins que le paradigme de la station centrale au 20e siècle, c'est ce que doivent comprendre les politiciens. Ils doivent comprendre qu'il y a des alternatives et on doit leur présenter une alternative et là, ils pourront choisir. Merci.
Thank you very much. We have 5 minutes. Merci beaucoup. Nous avons 5 minutes pour les questions. Alors, s'il vous plaît, vous avancez au microphone. S'identifier ensuite avant de poser la question. Allez-y. Très bonne présentation, merci. Angela Bichat de l'Alliance pour l'art propre Ontario. J'aimerais recadrer dans un contexte canadien votre présentation et mentionner que l'Ontario ou la France étant la juridiction qui recueille 65 de son énergie par le nucléaire, l'Ontario est la deuxième juridiction dans le monde qui a le plus d'énergie venant du nucléaire, 60 %. Nous avons 18 réacteurs. Tous sont vieux, vont être remisés dans les 10 prochaines années ou reconstruits. Nous n'allons pas construire de nouveaux réacteurs, mais nous allons reconstruire 10 réacteurs en Ontario à un moment où nous savons qu'il existe des alternatives plus abordables, dont l'hydroélectricité, l'éolien, d'autres plus belles options. Nous savons que nous n'avons pas de raisons économiques pour reconstruire ces réacteurs nucléaires. Donc, pourquoi Michael ou Arnie, si vous aimeriez répondre, comment construire une opposition pour y faire face? Parce qu'il n'y a pas de discours politique, à l'exception des militants environnementaux, et aller à des conférences ou écrire un dépliant. Il n'y a pas vraiment de discours public, de prise de conscience, de discussion. Pourriez-vous mentionner pourquoi il existe le statu quo? Un commentaire rapide? Il faut venir ici à la tribune. C'est drôle. Si quelqu'un de l'Ontario veut que j'interprète la décision du gouvernement parce que j'habite en France, mais pour le rendre plus général, pourquoi est-ce que cela se produit? On peut faire le même commentaire pour d'autres pays là où cela se produit. C'est comme une pensée profonde incrustée dans la tradition d'auparavant, dans une plateforme énergétique de production d'énergie verticale. Ces compagnies ont mis en place une génération de kilowattheures d'une façon logique, centralisée, transportée par longue distance plutôt, et donc bien distribuée. Mais ces entreprises ne sont pas bien organisées pour faire autre chose. Ils ne font que vendre des kilowattheures. C'est pourquoi je pense que plusieurs sociétés sont menacées de faillite, parce que ce ne sont pas des joueurs importants pour le système de demain. Mais nous savons où s'en va le monde dans l'avenir. Ils essaient donc de sauver ce qu'ils peuvent de l'ancien système. Même comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne, il y a un grand lobby de l'éolien à l'international, parce que c'est seulement du vent. C'est du vent et il faut l'envoyer à longue distance. Je crois que c'est un cadre de pensée qui est dépassé. Merci. Le premier micro et ensuite le micro derrière. Votre commentaire rapide, s'il vous plaît, et une question de la Suisse. La renaissance nucléaire, ce terme, est un peu faux. Est-ce que quelqu'un pourrait dire quelques mots sur les efforts publicitaires, de marketing? Parce que ça n'a pas été mentionné dans votre présentation et c'est important de mentionner pourquoi un terme comme la renaissance nucléaire est excellent pour la promotion de quelque chose qui ne se produit en fait pas. Peut-être Arnie?
Je crois qu'un argument semble vouloir marteler à Washington, dans le monde, et que l'on peut résoudre la crise du climat. Et il n'y a pas de grands joueurs qui peuvent le faire. D'ailleurs, l'électricité nucléaire, combien? 11 de l'électricité mondiale. Mais l'électricité n'est seulement qu'une fraction de l'empreinte. Et donc, la réelle contribution du nucléaire est d'environ 3 à 4 C'est donc un très petit morceau du puzzle. 1 à 2 OK, bon, 2 Disons 2 de l'énergie finale vient du nucléaire. De compter sur le nucléaire pour résoudre les changements climatiques, c'est une lubie. Peter Bradford, à Québec, disait que de construire, comme on a mentionné, c'est comme résoudre la faim dans le monde en servant du caviar que d'utiliser le nucléaire pour résoudre la crise du climat. C'est de l'économie facile en disant que on pourrait avoir des alternatives plus abordables, meilleures, plus rapides si on utilisait quelque chose d'autre. C'est clair qu'il y a eu des centaines de millions de dollars dépensés sur la propagande de l'industrie du nucléaire durant les 15 dernières années. C'est une campagne orchestrée pour faire ressortir le terme « renaissance ». Plusieurs personnes se demandent pourquoi est-ce que les gens croient en cette renaissance. C'est parce que la propagande fonctionne. Les deux questions et on va... ce sera tout. Barbara Burke, d'Ontario. Y a-t-il des lignes directrices afin d'aider à contrecarrer les contre-coups, la mauvaise publicité de l'éolien en Ontario? Parce que les éoliennes sont placées trop près des gens et les gens se plaignent de conséquences de santé, des problèmes de santé. Est-ce qu'on peut prévenir tout ça? Nous avons un chalet proche de Algonquin, le parc Algonquin. Les entreprises faisaient la promotion assez activement d'éoliennes à cet endroit. Si l'éolien est fait à la bonne échelle, une bonne taille, pour les bonnes raisons, pour les gens des communautés, on construit des petites éoliennes, voyez, qui sont bien taillées aux besoins. Donc, la bonne taille est vraiment un enjeu primordial. C'est devenu quelque chose de très populaire en Allemagne, l'électricité communautaire. On a des coopératives éoliennes, on a des coopératives, des joueurs qui mettent sur pied des projets de bonne taille, de bonne échelle. C'est vraiment fou de mettre sur pied des campagnes contre l'éolien. Le problème, c'est que ça peut être bien fait lorsque c'est d'une bonne taille. Oui. Aussi, sur le problème des oiseaux qui se font tuer par les éoliennes. Si on regarde ce que tue les oiseaux, bien c'est beaucoup plus le nucléaire. Bien si c'est parce que les oiseaux peuvent arriver sur ces sites nucléaires et donc sont affectés. À l'Ouest américain, il y a beaucoup d'oiseaux qui vont dans les bassins ou dans les sites contaminés et ça fait beaucoup plus de dommages.
Le microphone derrière, c'est tellement intéressant, mais je crois qu'on va devoir mettre un terme à cela après. Désolé. Alors, le microphone à l'arrière, s'il vous plaît, commentaire, question, et puis les deux panélistes ensuite. Merci. Je me suis rendu compte en écoutant ces deux présentations que on se préoccupe seulement de l'économie, des chiffres dans le nucléaire, mais il existe beaucoup plus d'autres facteurs dans ce portrait du nucléaire. Le plutonium met en danger la sécurité de notre planète de par une guerre nucléaire. Les déchets nucléaires, on n'en a pas mentionné beaucoup sur la production de déchets nucléaires. Ils sont abandonnés dans la nature. C'est quelque chose que auquel on lègue aux générations à venir. Avec l'économie, on tombe dans le piège. Je crois qu'on tombe dans le piège aussi. La planète aussi tombe dans le piège. L'argument économique ne devrait pas avoir préséance sur le débat. Et c'est déjà assez mauvais. C'est déjà une catastrophe de voir les problèmes du nucléaire. On a raté l'angle d'approche de la sécurité qui est primordial dans ce débat. Michael Schneider va dire quelques mots sur ce sujet et ensuite on va mettre fin à la plénière. Quelques petites choses. En effet, je n'ai pas parlé des enjeux typiques que l'on discute habituellement, la prolifération des déchets et la sécurité, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui en parlent. Ma raison, c'est que si cette industrie est en chute libre, s'il n'a pas de réponse aux questions sur la production de déchets, si c'est une industrie qui est coûteuse, si elle ne restera pas dans le temps, mettons de côté les autres enjeux parce que le facteur du temps est très important. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre un risque, tout risque, de même d'en discuter si tout cela n'est qu'une fabulation, si cela n'a pas de sens? C'est l'argument que j'essaie de faire. C'est que je ne discute pas, je ne débat pas des problèmes de sécurité, mais si tout cela n'a aucun sens en termes de risque, pourquoi devrions-nous en parler? C'est aussi l'enjeu lors de mon prochain atelier. Il faut donner de l'éclairage aux gens, pas des kilowattheures, mais quelque chose pour réchauffer de leur nourriture. Cette industrie ne se pose pas sur ces problèmes. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nous devons mettre fin à cette plénière. Merci beaucoup pour votre présence. C'était très animé. Vous allez avoir plus de temps durant les ateliers. Je vais vous laisser 1 minute pour que les organisateurs de cette conférence disent quelques mots.